Bonjour, bienvenue dans notre capsule 3 du guide d'utilisation. Dans cette capsule, nous allons parler principalement de la linéarisation et de comment cela se fait. Donc, les objectifs de la capsule sont d'abord de définir ce qu'est un modèle non linéaire, d'expliquer même le principe de la linéarisation, de définir les librairies nécessaires à programmer, d'expliquer toutes les fonctions que nous avons utilisées pour linéariser et de montrer les graphiques que nous obtenons à la fin. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un modèle non linéaire? Un modèle non linéaire, c'est un modèle dans lequel les variables d'état se multiplient ou se divisent entre elles. Ce genre de modèles sont souvent compliqués parce que la dérivation devient plus complexe et à partir d'une dérivation complexe, on n'obtient pas les matrices recherchées pour l'implémentation de la linéarisation. Donc, il nous faut linéariser toutes nos équations différentielles. Pour cela, nous allons expliquer le principe de la linéarisation. Le principe de la linéarisation, c'est de faire une approximation de nos équations différentielles euh, en les avoisinant à un point stationnaire, en fait. Donc ici, nous allons d'abord dériver chacune de nos équations, pour d'abord les rendre linéaires, les dériver ensuite. Et quand nous allons les dériver, nous allons pouvoir obtenir les différentes matrices nécessaires pour avoir les états. Et cette matrice-là sera du type, en remplaçant notre équation dx dt, sera du type ax plus b fois u, en considérant que le a, c'est la matrice pour les variables d'état, le b, la matrice pour les variables indépendantes, u, nos variables indépendantes et x, nos variables d'état. Donc, juste un rappel, comme nous avons vu dans les capsules précédentes, les fonctions que nous utilisons sont numpy, matplotlib, .pyplot, simpy et syspy. Pour la linéarisation, la fonction la plus utilisée, c'est la fonction simpy. Donc, c'est celle que nous avons implémentée. Les fonctions font partie de notre librairie Python. Donc, les fonctions que nous utilisons en majorité sont sp.symbol, en considérant qu'on a appelé sp l'importation de notre fonction simpy. Donc, sp.symbol nous permet de transformer toutes nos variables qui sont dans nos équations différentielles en symboles pour que cela soit connu par le programme Python et qui puisse les dériver. On utilise ensuite la fonction sp.diff qui permet de dériver chacune des équations. sp.simplify nous permet de simplifier les équations qui sont dérivées pour pouvoir obtenir des matrices ensuite avec la fonction array ou np.array si on travaille en numpy. Donc, quand on obtient ces équations sous forme de matrice, en fait, elles contiennent toujours nos variables indépendantes et tous nos paramètres que nous avons définis comme symboles. Donc, pour pouvoir remplacer tous ces paramètres et ces variables-là par leur valeur, on doit utiliser la fonction sub qui permet de remplacer ces symboles-là par les valeurs. Et quand nous finissons de remplacer, nous avons des valeurs, mais pour pouvoir coder à partir de notre fonction, c'est important de pouvoir les transformer en chaîne de caractères. Car c'est avec la chaîne de caractères que notre fonction eval pourra les convertir en float. Pourquoi nous convertissons en float? Nous convertissons en float parce que nos fonctions risquent de contenir, nos matrices plutôt, risquent de contenir des virgules. Et les virgules fonctionnent plus facilement avec float et pourront être, on pourra ainsi run notre code plus facilement. Donc, pour pouvoir vous montrer tout ça, nous allons aller dans le code. Et ici, nous avons défini notre fonction linéarisation en intégrant nos variables d'état, notre variable considérée indépendante ici qui est le débit d'entrée et les matrices premières que nous cherchons, la matrice A pour les variables d'état et la matrice B pour les variables indépendantes et le temps de notre perturbation. Donc, nous définissons d'abord nos x. Ensuite, comme je l'ai dit tantôt, nous utilisons la fonction sp.symbol
pour convertir toutes nos variables d'état en symboles. Ensuite, notre variable indépendante en symbole et ensuite tous nos paramètres seront aussi convertis en symboles dans la fonction. Maintenant qu'ils sont convertis en symboles, nous réécrivons nos équations dont nous avons besoin ici, qui ont été présentées tantôt pour l'évaporateur 5. Ces équations, à partir de la fonction sp.simplify et sp.diff, on peut le faire en 2 fois, mais ça rendra le code plus long. Donc, pour rendre plus rapide, on le fait en une seule fois. Donc, notre fonction dérive les équations par rapport à chacune des variables d'état pour la matrice A et la simplifie. Donc, on l'a fait pour H, I, T, P et X, qui sont le niveau, la température à l'intérieur de l'évaporateur, la pression et la fraction massique de solide. Quand nous finissons d'obtenir, de dériver, de simplifier, nous créons notre matrice A qui contient toutes ces dérivations-là. Et cette matrice A-là sera maintenant numérisée en utilisant la fonction sub. Comme expliqué tantôt, elle pourra transformer toutes les variables que nous avons mises en symbole par leur valeur θ. En rappelant que θ, contenait tous nos paramètres pour la fonction. Donc, quand nous avons fini d'utiliser la fonction sub, nous faisons la même chose pour la matrice A qui fonctionne maintenant avec notre variable indépendante comme dit tantôt. Et nous procédons de la même manière aussi pour les matrices C et D. En général, les matrices C et D ne sont pas utilisées parce que nos matrices C et D dérivent et simplifient par rapport, la matrice C simplifie par rapport à la variable d'état elle-même et la matrice D par rapport à la variable indépendante, donc de symbole en symbole. Du coup, ça fait qu'on obtient directement pour la matrice C une matrice identité et pour la matrice D une matrice nulle. Donc, ces deux matrices ne sont pas utiles pour la linéarisation. Quand nous finissions d'implémenter, comme dit tantôt, nous utilisions la fonction string pour transformer en caractère, pour pouvoir utiliser ensuite eval pour mettre les matrices sous format float, car comme vous le voyez ici, parce que vu que c'est un long processus et que nos équations sont longues, surtout celle de la température, le code peut vous prendre entre 10 à 15 minutes pour vous afficher les matrices. Donc, nous avons run le code une première fois. Il nous a transcrit les matrices que nous avons écrites ici pour pouvoir ensuite obtenir nos graphiques. Donc, comme vous le voyez, ces matrices-là contiennent des virgules. Du coup, si on n'avait pas utilisé la fonction float, on aurait eu des problèmes pour pouvoir voir la perturbation. Donc, quand nous obtenons nos matrices A, B, C, D, nous utilisons les matrices AB et nous implémentons maintenant une fonction if qui dit à notre code que quand nous allons choisir un intervalle de temps qui est ici de 0 à 3000, quand notre temps va dépasser le temps de la perturbation que nous aurons fixé, on veut que la matrice de la variable indépendante U, qui est f liquide in ici, soit multipliée par 1,05 pour avoir une augmentation de 5%. Donc, c'est ce que nous lui demandons. Et à la fin, la matrice, comme dit tantôt, elle doit retourner A fois X plus B fois U. Et ces deux matrices doivent pouvoir s'additionner. Et pour pouvoir s'additionner, nous devons transposer parce que si on ne transpose pas, notre matrice de X risque de nous donner une matrice 4 fois 1, alors que notre matrice de U risque de nous donner une matrice 4 fois 1 et elle aussi, elle doit nous donner une matrice 4 fois 1. Donc, ces deux matrices pourront s'additionner ensemble et pourront nous donner les graphiques recherchés. Donc, c'est ce que nous avons implémenté ici avec np.add. Ce sont les fonctions secondaires de Python. np.add dans NumPy pour additionner et np.matmul dans NumPy aussi pour multiplier des matrices en évitant qu'il y ait des erreurs et qu'elles considèrent d'autres comme des vecteurs.
Maintenant que nous avons défini notre fonction et ce que nous voulons obtenir à la fin, nous définissons aussi nos conditions initiales du début. Nous réimplémentons la matrice A pour qu'elle reconnaisse maintenant cette matrice-là comme celle avec nos valeurs et nous appelons la fonction sol IVP qui a été décrite dans les capsules précédentes qui va permettre de retourner, euh, qui va permettre de calculer la variation du temps T1 au temps T3, qui est ici le temps T1, le temps 0 et le temps T3, le temps 3000. À partir de ça, maintenant, nous obtenons nos graphiques. Donc, pour pouvoir vous montrer cela, nous allons mettre cette partie-là en commentaire, vu qu'elle a déjà donné les matrices que nous recherchons. Nous allons la mettre en commentaire. Et nous allons run notre code pour voir ce qu'il nous donne. Ça, c'était les premiers. Et voilà, à partir de là, on voit le graphique qui nous affiche pour la linéarisation. Le graphique que nous avons obtenu n'est pas totalement correct. Il contient quelques erreurs. C'est seulement dû à la manière de coder ou à l'implémentation du code. Mais normalement, en suivant les bonnes étapes et en vérifiant toutes nos valeurs, nous serons à même d'obtenir les bonnes courbes prochainement. Mais c'est juste pour pouvoir vous présenter un peu comment cela se fait. Donc, ainsi se termine notre capsule. J'espère qu'elle vous sera utile.